Isère Économie et Présence, partenaire des entreprises de votre territoire. Acteur et partenaire de l'économie régionale, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes vous présente Alpes Décideurs. Bonjour à tous et bienvenue dans Alpes Décideurs, le mensuel économique de TG+, le rendez-vous des chefs d'entreprise, des partenaires d'affaires ou tout simplement des curieux du monde économique. Chaque mois, nous mettons en lumière les entreprises qui font le dynamisme des Alpes. À mes côtés, bien sûr, pour nous accompagner, François Caudet. Bonjour François. Bonjour Christophe. Vous présidez le directoire de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Ensemble, on parle. Alors, on va parler d'un premier sujet qui sont les enjeux de la transmission au moment d'un choc démographique dont on parlera aussi. Et ensuite, on répondra à une question de l'internaute qui est presque philosophique. Ben oui. C'est qu'est-ce qu'un biais cognitif ? Ce sera dans la deuxième partie de l'émission. J'ai travaillé pour préparer. On y revient tout à l'heure. Un vrai bac philo, avec un peu de retard. Allez, au sommaire ce mois-ci également, l'entrepreneuriat au féminin avec l'association Femmes Chefs d'entreprise. En 2025, en Isère, une entreprise sur 3 créée était portée par une femme. Le récent trophée des ailes les a mises en lumière. La lauréate 2026 est avec nous, aux côtés de la présidente de la délégation Grenoble-Alpes de FCE. Dans les sociétés coopératives et participatives, les SCOP, le capital est détenu par les salariés qui sont étroitement associés à la gouvernance. Exemple chez Alma, à Saint-Martin-d'Air. L'éditeur de logiciels illustre parfaitement la règle du « un homme ou une femme égale une voix ». Chacun prend part aux décisions et se prononce sur l'utilisation des bénéfices. Nous recevons le nouveau PDG d'Alma. Les mécanismes de la transmission bousculés par la crise démographique, la population vieillit, l'espérance de vie s'allonge, la natalité recule. Nous vivons une période charnière au moment où le patrimoine accumulé par la génération des baby-boomers atteint des niveaux historiques et alors que les transmissions vont se multiplier dans les années à venir. Une question qui n'est pas simplement un sujet familial, mais bien un véritable enjeu économique, François. C'est les deux, un sujet familial bien sûr, mais aussi très économique. Peut-être quelques chiffres pour situer les choses. Aujourd'hui, en France, il y a autant de gens de plus de 65 ans que de gens de moins de 20 ans. Donc, c'est la première fois que ça arrive. Et c'est quelque chose qui va ce basculement va continuer. Donc, en 30 ans, le nombre de seniors, il a doublé. Donc, c'est un sujet vraiment démographique et économique. Et en même temps, le nombre de naissances est le plus bas jamais connu depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc on a un double phénomène, accroissement de la durée de vie, donc du nombre de seniors, et puis réduction du nombre de naissances. Même si ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, c'est aussi le sujet du modèle des retraites, notamment, oui. Où c'est les actifs qui payent pour les retraités. On va sur un modèle où il y a de moins en moins d'actifs et de plus en plus de retraités. Ça a des conséquences. Alors on regarde ces sujets-là démographiques sur des durées un peu longues, donc sur des périodes de 15 ans. Les 15 dernières années, puis les 15 années prochaines. Après, il peut y avoir des cycles exceptionnels, s'il y a une canicule, s'il y a un Covid, etc. Mais sur les longues durées, ça reste très important. On devrait enregistrer à peu près 10 millions de décès sur les 15 prochaines années en France. Alors c'est un peu froid, mais c'est statistique. C'est 1,5 million de décès de plus que sur les 15 années précédentes. C'est normal, il y a de plus en plus de personnes âgées. Et donc ça entraîne des variations, effectivement, des transmissions démographiques extrêmement importantes. Parce qu'il faut aussi tenir compte d'un autre fait, c'est que les retraités détiennent 41% du patrimoine en France. Le patrimoine moyen d'un retraité, alors le patrimoine, c'est les placements financiers et l'immobilier, c'est les deux, donc ça dépend évidemment des régions et puis des personnes. Le patrimoine moyen est de 330 000 €, donc ça fait ces 330 000 € qui vont être transmis d'une façon ou d'une autre à leurs héritiers. Mais aussi avec un changement culturel, c'est-à-dire que maintenant on hérite de plus en plus tard. Comme les gens vivent plus longtemps, les héritiers sont plutôt des quinquagénaires, voire un peu plus. Donc l'argent ne sert pas à la même chose. C'est plus un point pour démarrer dans la vie, mais c'est pour commencer à préparer sa retraite. Bon, alors on a l'état des lieux concrètement, l'ampleur financière de ce mouvement, comment on peut le mesurer ? Alors l'ampleur financière, sur 15 ans, suivant les estimations, mais grosso modo, c'est 6,3 milliards d'euros qui devraient changer de main. Du fait de ces successions, c'est 2 milliards d'euros, donc une fois et demie plus
que dans les 15 années précédentes. Donc ça, c'est un énorme changement. Et puis c'est une estimation. Comme la durée de vie a tendance à se rallonger, ça pourrait même faire un peu plus à l'arrivée. C'est 2 fois le budget de l'État, par exemple. Que je comprenne bien, 6 000 milliards, c'est ça, hein? C'est 6 200 milliards d'euros. C'est énorme. 6 200 milliards, donc c'est 2 fois le budget de l'État, par exemple. Ce qui devrait changer de main. Enfin, qui changeront de main, de toute façon, on est à peu près sûr de l'ordre de grandeur. Ça change évidemment, et puis ça change aussi sur la structure des placements, parce que les générations n'ont pas la même vision. La génération des baby-boomers, en fait, ils ont profité d'un modèle économique et ils ont fait des placements assez sûrs, assez tranquilles, parce que de toute façon, il y avait une croissance économique différente. Donc, les gens qui décèdent ont souvent des types de placements très monétaires, très bons pères de famille, comme on disait auparavant. Et plus les générations sont jeunes, plus les placements sont dynamiques, quelquefois un peu plus risqués. On va jusqu'aux crypto-monnaies sur les plus jeunes. Donc ça veut dire que l'épargne va sûrement s'allouer de façon un petit peu différente. Et c'est extrêmement important parce qu'il y a l'épargne qui est allouée dans les banques, etc., qui sert aux banques à prêter aux entreprises. Il y a l'épargne qui est en assurance vie qui sert en partie aux entreprises, mais aussi en grande partie, il faut se le dire, à financer le déficit budgétaire, puisque l'assurance vie est le gros financeur de l'État. Donc les modifications structurelles de l'âge de détention de l'épargne vont modifier aussi la structure de l'épargne, la composante, vers vraisemblablement plus de choses un peu plus risquées dans les années qui viennent. Donc les crypto-monnaies, dont on peut discuter, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, de leur rôle dans l'économie, sur lequel je suis personnellement un peu réservé, mais aussi des actions qui financent un peu plus l'économie, etc. Donc c'est des grands enjeux macroéconomiques sur cette période-là. Et puis il y a un autre enjeu, dans l'état actuel du droit, s'il y a plus de succession, c'est-à-dire qu'il y a plus de droits de succession. Donc pour l'État, ça c'est de la fiscalité pour l'État. C'est l'État, voilà, exactement. Aujourd'hui, les droits de succession, c'est un peu plus de 200 milliards d'euros sur la période. Et là, ça pourrait être un peu plus de 300 milliards d'euros. Donc ça fait une petite recette, une recette pour l'État. En l'état actuel des droits de succession, ça n'aura échappé à personne. Et je pense que pendant la période des élections présidentielles, il y aura un sujet majeur sur les retraites et un peu lié à ce sujet sur les retraites, il y aura un sujet sur les droits de succession. Oui. Est-ce qu'on fiscalise les successions, le travail? C'est un grand débat. Mais là aussi, on ne va pas le traiter aujourd'hui, puis ce n'est pas à nous de répondre. On aura sans doute un débat assez fourni, effectivement, à l'approche de la présidentielle. Sur cette question des successions, comment les Français perçoivent cette question de la transmission? Alors, ils ont des objectifs. Il y a 3 objectifs, en fait, pour les Français. Préserver le patrimoine. Alors, d'abord, préserver le conjoint survivant. C'est le premier objectif qui revient. Et ce qui n'est pas toujours simple, parce que le conjoint survivant, dans le modèle un peu classique, mariage classique, etc., c'est facile. Dans les familles qui commencent à être recomposées, alors qui ne sont pas forcément ceux qui décèdent aujourd'hui, mais ça arrivera après, c'est pas si simple. Le deuxième sujet, c'est évidemment protéger le patrimoine, de pouvoir garder le patrimoine, la maison, dans l'entreprise, etc. Donc ça, c'est un grand sujet aussi dans les successions. Troisième sujet, c'est de réduire les droits de succession, qui est aussi un problème. Et puis, un sujet qui n'est pas tout à fait neutre et de plus en plus prégnant, c'est de préserver l'unité familiale. En gros, de faire en sorte de s'organiser pour que les héritiers ne se bagarrent pas entre eux après le décès du parent, ce qui n'est pas toujours très simple. Voilà, dans toutes les familles, on sait bien que l'argent aussi n'est pas toujours un ciment de cohésion familiale. Donc ça, c'est les très grands sujets. Et un des points de préoccupation, c'est que la préparation des Français... Alors, voilà. Est-ce que les Français sont préparés à ces questions-là? Eh bien, pas tellement. Pas tellement. Quand on fait les études, on a 56%, donc un peu plus de la moitié, des enfants en âge d'hériter qui ont une idée assez claire du patrimoine de leurs parents. Allez, 1 sur 2. Donc 1 sur 2, connaît le patrimoine de ses parents. Donc déjà, on voit bien qu'on est dans un monde d'origine un peu judéo-chrétienne et l'argent est un peu tabou, et même dans les familles, ça ne se dit pas beaucoup. Après, dans les potentiels décédés, les gens ne sont pas forcément très au clair non plus sur qui sont mes héritiers et comment ça va se répartir entre les enfants. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire? C'est qu'il y a une part réserve, on ne peut pas déshériter un enfant. Voilà. Ça, les gens ont une assez mauvaise connaissance, y compris sur les abattements. C'est assez peu connu, ou pas assez connu, pas assez pratiqué, mais chaque parent peut donner à chaque enfant 100 000 euros tous les 15 ans en franchise de droit de succession. Donc si vous avez 2 enfants et 2 parents, pour faire une famille française moyenne, on peut quand même transmettre 400 000 euros tous les 15 ans hors droit. Donc c'est quand même quelque chose qui se réfléchit, qui se regarde. Il y a l'assurance vie aussi, qui est un outil très efficace, parce que là, c'est 152 000 euros qu'on peut transmettre hors droit de succession, mais il faut le faire avant 70 ans. Mais ça se prépare. Donc il y a un niveau de
connaissance du sujet et de préparation des Français qui est assez insuffisant par rapport aux enjeux. Et c'est dommage parce que ce n'est pas si compliqué que ça d'avoir les renseignements. Donc finalement, l'enjeu principal pour les années à venir, c'est quoi sur cette question de la transmission ? L'enjeu principal, c'est de se faire accompagner et de se poser les bonnes questions le plus tôt possible. Le plus tôt possible, parce que les donations, je disais, c'est tous les 15 ans. Plus on commence tôt, plus éventuellement on peut faire un deuxième tour. Quand on fait des donations du jus fruits, etc., vaut mieux le faire relativement jeune aussi. Voilà, ça se prépare. Il y a 6 Français sur 10 qui disent qu'ils ont besoin d'être accompagnés. Donc là, ils peuvent se tourner vers leur banque, vers leur notaire. Enfin, il y a plusieurs personnes qui peuvent être compétentes. C'est pas quelque chose de forcément très compliqué, surtout si on le prépare à l'avance. Ouais. C'est le conseil à retenir. Merci François. Un flux successoral de plus de 6 000 milliards d'ici 2040. C'est ce que je retiens, c'est un record. C'est du jamais vu. Des Français peu préparés aux contraintes de la succession. Voilà qui doit effectivement nous interroger. Mettre en lumière l'entrepreneuriat au féminin, c'est l'objectif de l'association Femmes Chefs d'entreprise. Inspirer des vocations, valoriser des parcours, accompagner des initiatives. Autant d'actions qui permettent de renforcer la place essentielle des femmes dans l'économie, puisqu'en 2025, une création d'entreprise sur 3 en Isère est portée précisément par une femme. Un dynamisme salué chaque année par le Trophée des Ailes. On en parle avec Émilie de Barros. Bonjour. Bonjour. Présidente de la délégation Femmes Chefs d'entreprise. Et Estelle Evieux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice de Cru et vous êtes la lauréate 2026 de ce Trophée des Ailes. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On va parler d'abord de ce réseau Femmes Chefs d'entreprise, une association, je le disais, dont le but est de valoriser l'entrepreneuriat au féminin, d'accompagner les femmes chefs d'entreprise. Oui, c'est une association en fait qui existe déjà depuis 80 ans, qui a été créée par Yvonne Foinant. En 1945, juste après les guerres, puisque faut savoir que les femmes se sont retrouvées à la tête des entreprises de leurs maris qui étaient partis au front et qui sont peut-être pas revenus aussi. Et donc, c'est ce constat qu'a fait Yvonne quand elle a créé l'association des femmes chefs d'entreprise. Et puis, c'était la visibilité de ces dirigeantes et la représentation de ces femmes dirigeantes dans le milieu économique. Aujourd'hui, c'est quoi, 2500 adhérentes au niveau national ? 2500 adhérentes, parce que c'est une association qui est nationale et même internationale. Et donc, c'est 2500 adhérentes au niveau de la France. Et nous, sur notre délégation, puisque je suis la présidente de la délégation de Grenoble-Alpes, on est plus de 60 dirigeantes de tout secteur. Ouais, vous avez été élue en janvier 2026, déléguée déléguée locale, Grenoble-Alpes, à la suite d'Isaline Richard, qu'on avait reçue ici même. Vous étiez à l'époque vice-présidente d'ailleurs. Oui. J'ai bien préparé. Oui, oui, j'étais bien préparée. Ça faisait 2 ans que j'étais sa vice-présidente et puis l'accompagnement de Isaline, du coup, à ma prise de mandature, j'ai été bien accompagnée. Bon, cette délégation Grenoble-Alpes, elle a fêté ses 20 ans. Oui, elle a fêté ses 20 ans l'année dernière. Et on est, comme vous disiez, il y a quand même une dirigeante sur 3 qui est en création d'entreprise. Et donc, c'est vrai que ce constat fait que les femmes ont besoin d'être accompagnées. Que ce soit les femmes ou les hommes, on est toujours dans la solitude du dirigeant. Et par le biais de notre réseau, on est là dans l'accompagnement, la solidarité. Et puis on en discutait avant aussi sur le rôle modèle qu'on a en tant que femme dirigeante pour les jeunes générations se lancer dans l'entrepreneuriat au féminin. Vos adhérentes, elles sont de tous âges et de tous secteurs d'activité. Oui, on est intergénérationnel et on est dans tout secteur. On est dans l'industrie, le bâtiment, les services. On essaye d'avoir justement dans notre association une représentativité de tout secteur. C'est ce qui fait la richesse d'ailleurs de notre réseau. Bon, alors oui, parce qu'il y a un système de marrainage. Oui, c'est ça, oui. Pour accompagner les nouvelles arrivées. Les nouvelles adhérentes, en fait, chaque nouvelle adhérente est accompagnée d'une adhérente un peu plus, on va dire, expérimentée. Et puis, ça lui permet aussi d'être pas seule quand elle arrive dans un réseau, parce que c'est pas forcément évident quand on arrive nouvellement adhérente.
de prendre ces marques dans le réseau. Après, on accompagne... Puis il y a des réunions tous les mois. Oui, il y a des réunions tous les mois. On fait sur différents thèmes, que ça soit finance, économique ou sur le leadership. Et puis, on a des témoignages inspirants. On a des personnes qui viennent donc témoigner de leur parcours. Et on a des after-work, on essaye de ne pas se prendre non plus trop au sérieux. Un vrai réseau d'accompagnement. On évoquait la création d'entreprises chez les femmes. C'est une représentativité qui augmente. Hein. Oui, elle augmente significativement là, depuis quelques années. On a une progression quand même de 10% l'année dernière. Donc c'est bien parce que du coup ça incite les femmes à reprendre ou à créer leurs activités. Alors, on a vu quelques images du Trophée des Ailes qui a eu lieu début juin. Hein. C'était au siège de la Fédération départementale du BTP. Du BTP. Hein, volontairement. Hein, oui, parce que le BTP doit se féminiser aussi. Exactement. C'est ce qu'a dit le président Converso. C'est la 7e édition de ce Trophée des Ailes. Quel est l'objectif ? L'objectif, en fait, c'est de mettre en lumière une dirigeante, de l'aider dans sa croissance par le biais de l'accompagnement de nos adhérentes. C'est pas un prix financier. Enfin, après, même quand on met justement un prix sur le nombre d'heures qui sont données à la gagnante du trophée, vous savez qu'on a une dotation quand même de 20 000 €, hein, donc c'est pas en nombre d'heures. Et c'est la lauréate qui va choisir dans le listing des personnes qui se sont proposées à accompagner cette dirigeante. Alors, la lauréate 2026, précisément, vous en parliez, c'est la cofondatrice de Cru à Saint-Martin-le-Vinou. Saint-Martin-le-Vinou, c'est le siège de l'entreprise. L'atelier de production est au Fontanil. C'est Estelle Evieux, la lauréate. Estelle, expliquez-nous un petit peu Cru, cette entreprise que vous avez fondée. Qu'est-ce que c'est ? Alors c'est une entreprise qui propose en fait une alimentation alternative à la nourriture industrielle pour les chats et les chiens. Donc l'idée, c'est une idée de bon sens finalement, de se dire pourquoi les chats et les chiens devraient manger de l'alimentation ultra industrialisée toute leur vie. Donc nous, on leur propose une alimentation qui est équilibrée scientifiquement, mais qui est à base d'ingrédients non transformés, donc concrètement de la viande crue, mais aussi des fruits, des légumes, des huiles et des compléments naturels qu'on va conditionner cru, vendre cru congelé en fait. Et on vend aujourd'hui en ligne et en magasin chez plus de 250 magasins partenaires. Donc on comprenne bien les produits. Chez vous, pas de croquettes ? Non, pas de croquettes. Voilà. On ne fait pas de croquettes, voilà, exactement. Donc voilà, c'est évidemment des produits frais, des ingrédients qui sont traçables et qui partent du principe que les chiens, les chats sont des carnivores et donc il faut leur fournir de la viande. Essentiellement de la viande. Ils ont besoin d'autres choses, on leur en met aussi, mais essentiellement de la viande. Ça veut dire que vous travaillez avec de nutritionnistes pour animaux ? Oui, on a fondé en fait, on a créé le logiciel qui nous permet d'élaborer les recettes avec une vétérinaire nutritionniste. Et maintenant, c'est un logiciel qu'on entretient en interne. Moi, je suis ingénieure en agroalimentaire, donc ça me permet aussi d'avoir les bases scientifiques pour nourrir l'algorithme de manière rigoureuse. D'ailleurs, c'est intéressant de voir comment l'idée vous est venue. Je crois que c'est votre propre chien qui avait quelques problèmes de santé et vous vous êtes dit, il y a sans doute un problème dans la nourriture. Alors, je ne me suis pas vraiment dit ça, mais en fait, on m'a conseillé, ma chienne vieillissait, voilà, c'était une chienne qui avait 9 ans, qui serait aujourd'hui considérée comme un chien senior. Quand j'ai essayé, avec les conseils d'une amie, l'alimentation crue, qu'à l'époque, je faisais vraiment moi-même en achetant des promos dans les grandes surfaces, en gros, pour faire simple, je me suis rendu compte de la différence très, très vite. Le tartre sur les dents, la laine, la qualité du poil. Et je me suis dit, il y a vraiment quelque chose qui fait qu'effectivement c'est mieux de les nourrir naturellement, mais il faut le rendre plus accessible au grand public. Et il faut que le propriétaire sache que ça existe au moins. Voilà. Oui, alors ça c'est le constat. Mais après, comment on en vient à créer son entreprise ? Du coup, à l'époque, je travaillais depuis quelques mois. J'avais été recrutée suite à mes études je faisais de la logistique. Et puis, je me suis dit, en fait, c'est un petit peu maintenant ou jamais. J'ai pas encore de grosses charges fixes. Voilà, puis je me suis lancée. Ouais, c'était en 2018, c'est ça ? C'était en 2018, oui. Donc, 2018, vous créez l'entreprise. Aujourd'hui, elle compte quand même une quinzaine de salariés. Oui, on est 14 aujourd'hui, l'essentiel en production et puis quand même une petite partie en structure sur la partie commerce, admin, du coup développement SI. Et voilà.
1 million d'euros de chiffre d'affaires, donc une entreprise qui a rapidement trouvé son rythme de croisière. Aujourd'hui, c'est combien? 200 tonnes de matières premières qui est traitée, c'est ça? Oui, exactement. 200 tonnes à peu près par an qui sont traitées par la production et on a encore des belles perspectives de croissance sur ce chiffre-là. On élargit notre gamme de produits et on élargit aussi nos relais de croissance. Donc non seulement en ligne, qui est notre relais historique, en fait, qui est notre distribution historique, mais aussi directement en magasin. On travaille donc avec 250 magasins partenaires, des jardineries, des animaleries très connues. Et on cherche vraiment à rendre l'alimentation la plus simple possible à trouver pour le consommateur. Donc les magasins physiques sont vraiment une ambition de développement importante pour nous. Et donc dans les rayons produits frais ou produits surgelés, c'est ça? On les trouve dans des congélateurs, oui, dans certains magasins, oui. Alors, avec un approvisionnement essentiellement régional, j'imagine, vous êtes installé à côté des abattoirs de Grenoble. Tout à fait. On essaye, pour des raisons écologiques, mais aussi économiques, ne nous le cachons pas, de s'approvisionner le plus près possible, puisque du coup, on réduit beaucoup les frais de transport en faisant ça. Donc, toutes nos viandes sont françaises, nos fruits et légumes sont français aussi, et dans la mesure du possible, on prend tout ce qu'on peut, on rachète tout ce qu'on peut à des abattoirs régionaux, en fait. Donc la marque, ça s'appelle Cru, Q-R-U, oui. Et le site internet cru.pet, qru.pet comme animal de compagnie. Bravo en tout cas pour ce trophée des ailes. Vous étiez déjà trophée de l'innovation LSA en 2025. Vous cumulez les distinctions. La LSA 2025, c'est la grande distribution. Donc c'est très très bien. Ce trophée, il vous a apporté quoi, le trophée des ailes? Du coup, donc il y a la partie dotation de laquelle parlait Émilie, où voilà, on a accès à une sorte de catalogue que les membres ont construit pour nous donner de la ressource humaine. Du coup, donc ça c'est vraiment très précieux parce que c'est une communauté qui a envie de nous aider. Donc voilà, ça apporte une certaine visibilité aussi. La Fédération Femmes Chefs d'entreprise devient de plus en plus connue. Donc c'est vrai que ça a eu quand même des retentissements sur cette partie visibilité. Et puis en fait, comme le soulignait Émilie, et j'ai vraiment envie de le souligner, c'est que ça fait rentrer aussi dans un réseau où tous les modèles sont féminins en fait. Et ça c'est important parce qu'en tant que chef d'entreprise femme, on manque parfois, je trouve, de modèles féminins, c'est-à-dire que les grandes réussites, les grandes entreprises qui réussissent sont souvent portées par des hommes, tout simplement parce que même s'il y a 30% de jeunes entreprises qui sont portées par des femmes, il en reste 70 portées par des hommes. Donc la statistique fait qu'il y a plus d'hommes que de femmes. Et en plus, on les met naturellement un peu plus en valeur dû à tout un historique. Et là, en fait, c'est chouette aussi d'être un petit peu, de voir tout plein de femmes qui réussissent et ça donne des modèles féminins de réussite et c'est génial. Et on est heureux de les recevoir également dans Alpes Décideurs chaque mois, c'est ça. Non, je pense que c'est ça aussi le... Oui, c'est vrai, c'est ça. Enfin, vous dégagez une énergie, une réussite. C'est ça l'enjeu, ouais. Alors le trophée des ailes a aussi primé, d'ailleurs, on va citer les autres lauréats, Manon Gérard et Fanny Bizarre. Oui, c'est ça, qui sont spécialistes dans l'organisation de séjours touristiques qui intègrent des activités physiques adaptées. Donc elles aident des personnes qui étaient donc malades par le biais de séjours. Donc voilà, c'est une belle cause. Et puis on a eu aussi la lauréate coup de cœur qui est Léa Verrier, qui a une distillerie. Sur Autran. L'entropie, on a eu l'occasion d'en parler ici dans Alpes Décideurs. Et puis Émilie, votre parcours, vous aussi, il est assez exemplaire parce que vous êtes vous-même dirigeante d'entreprise. Sogemi, c'est l'entreprise que vous avez reprise alors que vous n'aviez, une entreprise de miroiterie, oui. Que vous avez reprise, vous n'aviez que 20 ans. Oui, c'est ça. Donc en fait, j'ai racheté l'entreprise à Dominique Cusano qui partait à la retraite, donc il y a 26 ans. Racheter, c'est un grand défi parce qu'à l'époque, donc j'avais en fait, on va pas dire 2 handicaps, mais j'étais femme et en plus jeune. Parce que, vous sortiez juste du BTS. Je sortais juste du BTS. Et en fait, Dominique partait à la retraite et avait proposé à mon père de racheter l'entreprise. Mais mon père avait déjà son entreprise et était artisan. De miroiterie, c'est un miroitier de vitrerie, de vitrerie. Et ils m'ont proposé de racheter la miroiterie Sogemi. Et au début, je me suis dit, de toute manière... Je vais faire mon business plan. Moi, je sortais de BTS, donc forcément, on fait les business plans, on étudie le dossier. Et puis, j'avais dit à mon père, de toute manière, les banques ne me suivront pas. Et puis, si. Et en fait, ils m'ont suivi. Dans les années 2000, c'est vrai que l'accessibilité au financement bancaire était
peut-être a été moins difficile qu'aujourd'hui. Et banco, les banques m'ont suivi. Après, c'est vrai que le rachat d'une entreprise, comme on a des chiffres, on a quand même une clientèle, c'est toujours plus simple que de se lancer comme Estelle. Mais voilà, donc je me suis lancée dans cette aventure dans le BTP il y a 26 ans. Une jeune femme dans un milieu technique, vous avez compris ce que c'était pas gagné à l'époque. Bon, j'ai perdu des clients. Un salarié, il y avait un seul salarié à l'époque. Il y avait un seul salarié qui m'a donné sa démission quelques mois après que j'ai repris l'entreprise en me disant... moi, vivant, je ne serai pas dirigée par une femme et en plus jeune que moi. Donc, ça place. Donc j'ai dit ça place le contexte. C'est un sacré défi. Mais après, j'ai quand même, justement, j'ai été accompagnée par la Fédération du bâtiment. J'ai été accompagnée par des dirigeants et des dirigeantes et qui m'ont aidée à poursuivre mon chemin. Et aujourd'hui, 7 salariés, 1 million d'euros de chiffre d'affaires, une belle entreprise qui fonctionne. Et vous avez même le titre de maître artisan. Oui, c'est ça. J'ai eu l'honneur d'avoir le titre de maître artisan, ce qui a permis de continuer la légitimité finalement dans mon métier artisanal. Bon, c'est quoi la différence entre une femme chef d'entreprise et un homme chef d'entreprise? Je pose la question à toutes les deux. On va dire que les enjeux sont les mêmes pour que ça soit un homme ou une femme. Les enjeux sont exactement les mêmes. Après, on en parlait justement sur l'accessibilité bancaire. C'est vrai que c'est vrai que les femmes ont été sur le marché du travail il n'y a pas si longtemps, que le patrimoine féminin commence à... Enfin voilà, c'est difficile d'avoir un patrimoine féminin, donc du coup l'accessibilité bancaire de fait est un peu plus difficile. Après, la gestion d'une entreprise reste la même pour un homme et une femme. Les enjeux sont du moment qu'on mise sur et qu'on a des salariés, qu'on a des contraintes. Je pense que c'est exactement les mêmes choses. Estelle, je vous laisse répondre. Je pense aussi qu'il y a parfois, selon les secteurs, Émilie d'un secteur très technique, moi je suis dans le secteur de la viande, donc au début ça peut surprendre en fait une femme dans ce secteur-là, puis une fois qu'on a démontré sa légitimité, ça fonctionne. Et par contre, il y a un vrai sujet de financement, enfin aujourd'hui notamment sur la partie levée de fonds, sans parler même des banques, mais les entreprises fondées par des femmes ne captent que 5% de l'ensemble des fonds levés en France, donc on se rend compte d'une énorme disparité, et qui pour moi est toujours liée à cette histoire de représentativité des modèles, tant pour les femmes qui sont moins ambitieuses dans les business plans qu'elles présentent, que pour ensuite les investisseurs qui ont beaucoup plus l'habitude, encore une fois, de traiter avec des hommes. François. Non, deux choses d'abord sur les levées de fonds. Le sujet, on l'a évoqué aussi ensemble en aparté tout à l'heure, mais il y a moins de levées de fonds faites par des femmes, mais il y a moins de demandes de levées de fonds aussi. Donc le modèle est peut-être une partie liée aux investisseurs, mais aussi un modèle de demande que vous expliquez très bien. Mais pour répondre, Christophe, vous demandiez quelle est la différence entre un homme et une femme chef d'entreprise. Moi, j'espère que cette question-là, assez rapidement, sera ridicule. Ah oui. Oui. Et qu'on se dira, en fait, il n'y en a pas. Parce que j'ai pas l'impression. Il n'y en a pas, oui. Voilà. Mais cette question, je pense qu'on vous la pose souvent. Oui, on nous la pose je pense souvent. qu'on aura réussi culturellement quand on se la posera plus. Oui, exactement. Et c'est pour ça que je me suis permis de la poser, parce qu'ici, on reçoit régulièrement des femmes chefs d'entreprise, et j'ai pas l'impression qu'il y ait de différences particulières. Simon, votre analyse, vous succédez à une femme chez Alba. Oui, en effet. Alors peut-être que la considération est un peu différente du compte tenu du format de notre entreprise qui est conçu pour sa transmission et donc du coup avec des élus, des mandataires sociaux et élus par ses pairs, on va dire. Donc que ce soit une femme ou un homme, c'est les qualités intrinsèques qui sont reconnues. Est-ce que ça change fondamentalement quelque chose? J'ose espérer qu'effectivement cette question serait ridicule. Au fond de moi, quelque chose me dit qu'il y a quelque chose de différent aussi dans la manière de conduire une entreprise, dans la vision que peuvent porter les femmes dans la société, dans le niveau de confiance en l'humain, etc. Mais là, je m'avance sur des avis strictement personnels. Allez, en tout cas, Émilie de Barros, Estelle Vieux, merci beaucoup d'être venue sur notre plateau. Bravo à vous. Merci d'être venu nous parler de vos métiers, de votre rôle de femme chef d'entreprise et puis de ce trophée des ailes qu'on suit chaque année.
Allez, Alpes Décideurs vous donne la possibilité de poser vos questions à notre expert. Écrivez-nous alpesdecideurs@tgplus.fr. Aujourd'hui, Fatia, qui veut travailler dans les ressources humaines, nous demande des précisions sur ce qu'est le biais cognitif. On fait de la philo. Oui, alors là, c'est une question à laquelle je ne m'attendais pas forcément. Le biais cognitif, c'est un espèce de confort du cerveau de prendre des raccourcis pour décider plus vite, pour être plus rapide. Donc il y a deux grands types de biais qu'on a tous. C'est le biais de confirmation, c'est-à-dire quand je pense quelque chose, je vais avoir tendance à capter plutôt les informations qui confortent ce que je pense que celles qui sont antinomiques. Et donc ça va me conforter dans ce que je pense est juste et je vais aller capter ces informations. Alors c'est encore plus accru avec les réseaux sociaux. Si vous avez, je sais pas quoi, sur Facebook un groupe d'amis, vos amis ils pensent comme vous, donc tout ce qui s'échange comme idée est conforme à vos idées et vous finissez par penser que c'est la pensée unique. Donc, et ça c'est un danger effectivement, mais qu'on a tous, à des degrés plus ou moins. Et puis il y a aussi un autre biais qui est ce qu'on appelle le biais de statu quo, qui est une résistance au changement, tout simplement. C'est-à-dire qu'on a tendance à penser que finalement, c'est plus confortable, encore une fois, de ne pas bouger que de bouger. Donc tout ce qui peut conforter l'idée que ce que je fais est bien est souvent mieux pondéré dans votre raisonnement que ce qui pourrait vous amener à changer, à vous remettre en cause. Voilà, donc c'est plus facile, en fait. Ces biais cognitifs, c'est une asymétrie de captation des informations et je vais plutôt aller capter des informations qui vont dans mon sens et qui me confortent dans ce que je fais. Il faut un peu se méfier de son biais cognitif. Donc en fait, le tout, c'est d'en être conscient. Et notamment, alors pas que dans la vie privée, mais aussi quand on dirige une entreprise, ça peut être assez dangereux parce que finalement, ça peut vous enlever les capteurs de l'environnement et vous dire finalement, tout ce que je fais est très bien et je vais continuer comme ça. Alors, il faut avoir d'abord conscience de ça. Et puis, un des bons moyens aussi de lutter contre ça, c'est d'avoir des gens autour de soi qu'on écoute et de ne pas parler qu'à des gens qui sont tout le temps d'accord avec vous. Mais c'est très difficile, parce que le propre d'un biais, c'est que souvent, vous en rendez pas compte. Oui. Bon, c'est bien d'en avoir conscience. Merci François. Si vous aussi, vous voulez interroger notre expert, le mettre à l'épreuve, même sur des sujets philo, c'est pas trop loin, philosophie quand même. alpesdecideurs@tgplus.fr. À Saint-Martin-d'Air, les Almaciens et Almaciennes ont un nouveau chef d'orchestre. Comprenez, la SCOP Alma a un nouveau PDG. Créée en 1979, la société coopérative est détenue à 100% par ses salariés. Ils partagent les décisions stratégiques, ils partagent aussi les bénéfices. L'entreprise est spécialisée dans l'édition logicielle et les services numériques. Elle n'en est pas moins très offensive sur ces marchés, en particulier à l'international. Découverte d'Alma avec son PDG, Simon Mirouz. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Son nouveau PDG depuis décembre 2025. C'était assez logique. Vous étiez auparavant directeur général. C'est ça, depuis janvier 2025. Ouais. Bon, la succession s'est préparée comme ça, à la succession donc de Laurence Ruffin. Elle est intrinsèquement préparée, c'est l'aparté que je faisais tout à l'heure, en effet, où l'objet d'une coopérative est de se transmettre entre générations d'associés. Bon, je suis une pièce rapportée, j'arrive de l'extérieur pour prendre la suite. Mais donc, du coup, effectivement, la SCOP avait préparé ça depuis de longues dates, on va dire. Voilà, la SCOP, une société coopérative et participative, on va bien sûr en reparler. Alors, c'est une étape, puisque Laurence Ruffin était à la tête d'Alma depuis 2009, PDG depuis 2011. Du coup, vous regroupez direction générale et présidence. Une pièce rapportée, pas tout à fait quand même, parce que l'économie sociale et solidaire, vous connaissez quand même plutôt bien. Ah oui, on pourrait dire que c'est l'essentiel de mon parcours, ça a été de à la fois m'inscrire dans ce mouvement d'entreprise au sens large, à la fois dans le mouvement coopératif, mais aussi dans le monde du conseil et de l'accompagnement du secteur associatif ou de l'entrepreneuriat social. Pour autant, je n'avais pas encore goûté au monde de la technologie et de l'innovation, donc plutôt celle de l'innovation sociale. Je découvrais celle de l'innovation technologique, typiquement grenobloise, donc voilà. On va parler du métier d'Alma. Évidemment, un mot, même si on y reviendra sur cette SCOP, on précise bien que la société coopérative et participative est détenue à 100% par ses salariés qui sont actionnaires. Avant, on fait un peu d'histoire. Alma, c'est une vieille histoire et dès le début, c'était une SCOP dès 1979. Oui, tout à fait. Ça a été un peu, c'est tout à l'honneur de ces chercheurs issus des labos de maths appliquées de l'université de Grenoble d'avoir
conçu des premières briques algorithmiques et d'avoir tout de suite voulu déposer tout ça dans ce que je pourrais qualifier un écrin coopératif en disant ça on va en faire le fruit d'un travail collectif et on va le mettre en commun et surtout comme vous le savez une Scope n'étant pas une entreprise qui peut se revendre de dire ça se transmettra entre générations de coopérateurs. Voilà. Alors ces chercheurs ils ont eu du nez aussi parce que dès les années 80, donc création en 79, dès 81 je crois ils décident de devenir distributeurs, les premiers distributeurs d'Apple en France. Donc oui, scientifiquement passionné, puis forcément l'histoire qui m'a été racontée, du moins parce que je l'ai pas vécue, mais qui m'a été racontée aussi de la bouche de ses fondateurs, c'était aussi l'intérêt pour toute forme d'innovation et comme toute entreprise dans la R&D, il y a des leviers de financement qu'il faut trouver et donc du coup la découverte de cette innovation technologique Macintosh à l'époque a donné l'occasion d'être le premier distributeur Macintosh et équiper notamment les facs de Grenoble en matériel. Voilà. Bon, du coup, un beau démarrage. Bon, alors ça, c'est le début de l'aventure. Ensuite, il y a eu la création de filiales. On va y revenir. En France, à l'étranger, la première filiale à Turin, en Italie. Il y a eu de la croissance externe. Aujourd'hui, Alma sont 186 collaborateurs. C'est ça, incluant nos filiales à l'international, oui. Un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros, dont à peu près 13 millions d'euros en France, un résultat de 2 millions d'euros. On va mieux comprendre le fonctionnement de cette Scope avec ce petit clip. Il y a 462 millions de résultats pour Alma sur un moteur de recherche. Un point à Paris, un astéroïde de notre système solaire, la traduction du mot âme en castillan et pomme en hongrois. Mais dans ce film, Alma, c'est notre entreprise. Alma, c'est un groupe de 140 personnes, 40 ans d'expérience, 22 kilos de café par mois, 8 filiales et 15 revendeurs ici, là et là. Un chiffre d'affaires et un open space potager. Alma, c'est une entreprise informatique et c'est 4 domaines d'activité. Des logiciels pour l'industrie et des algorithmes de nesting. Des logiciels pour l'hôpital et la pharmacie. Du conseil et des applications pour mieux collaborer. Du déploiement d'infrastructures et de la maintenance informatique. C'est 385 km de lignes de code, 312 714 heures de hotline et un baby-foot. Alma, c'est surtout une histoire humaine, avec ses réussites, ses échecs, ses doutes et ses espoirs. C'est cultiver l'échange, l'engagement et la créativité. Des valeurs qui ne sont pas que des mots. Car Alma est une entreprise coopérative, détenue à 100% par ses salariés. En fait, Alma, c'est nous. Nous partageons les risques, les décisions et les résultats, tout en construisant l'avenir. Nous travaillons dans un esprit de coopération pour fournir des outils intelligents à nos clients. Nous ne sommes qu'une réponse parmi 462 millions, mais nous tâchons d'être uniques. Voilà, alors les valeurs, l'ambiance, le métier. On va commencer par le métier. Éditeur de logiciels, on l'a vu dans le petit film, notamment pour la santé, la pharmacie, les hôpitaux. Ça veut dire qu'on crée des outils spécifiques à ces métiers. Oui, tout à fait. Enfin, le numérique, on le sait un peu partout. Là, en l'occurrence, dans la branche de la santé, Alma a toujours développé des logiciels dans des secteurs très spécifiques et assez pointus. Là, il s'agit de sécuriser des préparations pharmaceutiques préparées à façon dans les hôpitaux. Donc, c'est vraiment pour soutenir la question de personnalisation des thérapies et du soin, puisque du coup, peut-être qu'on l'ignore un peu, mais dans les hôpitaux, les chimiothérapies, les traitements antalgiques, etc., sont préparés à façon par des équipes pharmaceutique et donc du coup il faut accompagner tout ce process-là et venir le sécuriser dans la logique de données de santé, de protection des données de santé. Donc ça c'est une des dernières branches d'activité déployées par Alma, notamment certes dans une vision un peu de trouver des pendants à notre activité industrielle pour ne pas en être trop dépendant, mais aussi pour pouvoir s'engager, puisque les Almaciens avaient à cœur de pouvoir aller dans une direction de développer des logiciels qui soient plus utiles aux vivants, on va dire. Donc c'était les dernières activités créées. Il y en a une autre depuis sur
un logiciel autour de la gestion des flux qualité et des process qualité dans les entreprises. Vous faites cette précision parce que l'essentiel de l'activité, et historiquement, j'ai envie de dire, c'est la CFAO, donc la conception et la fabrication assistée par ordinateur pour l'industrie. Tout à fait. Voilà. Donc le noyau dur est encore là. C'est là où on tire encore beaucoup de notre pouvoir de R&D. C'est là où on est parmi les leaders mondiaux dans ce qu'on nous fabriquons, notamment certaines briques algorithmiques. Mais toute cette indépendance et autonomie financière qui a été créée a permis d'être réinvestie continuellement vers des nouveaux développements avec essentiellement recherche toujours plus d'utilité et d'impact sociétal. Alors tout ça en France et à l'étranger, 38% du chiffre d'affaires est réalisé à l'export, c'est ça ? C'est ça, oui. Donc grâce à une série de filiales, de joint ventures ou d'accords locaux ? Oui, la logique d'Alma a été assez rapidement de s'internationaliser, notamment pour conforter sa position de dernier acteur éditeur indépendant de logiciels de CFAO. Beaucoup d'entre eux appartiennent à des plus gros groupes ou à des fabricants de machines et donc du coup leur indépendance et leur longévité n'est pas tout à fait garantie. Et c'était aussi une manière d'amortir notre charge de R&D sur un marché qui est nécessairement international puisqu'on équipe globalement des machines qui servent à découper des pièces en 2D, en 3D, aujourd'hui en robotique et en soudage. Donc du coup, il fallait effectivement asseoir cette assise de distribution à l'international, mais en partenariat avec des entrepreneurs locaux. C'est ça qui nous a amené à faire des montages un petit peu différents. Oui, c'est ça. Il y a des filiales propres et puis il y a des partenariats locaux, ce qui fait une présence d'Alma quasiment partout sur la planète. Sur, oui, tous les continents. On est au Brésil, aux États-Unis, en Chine, à Singapour, en Italie, en Allemagne, voilà. Oui, ça fait à peu près 70 à 80 salariés du groupe qui travaillent à l'étranger, je crois. Voilà, ça. Pour le support et l'intégration de nos logiciels à l'étranger. Oui. Alors revenons sur cette Scope, cette société de coopérative et participative, dont le siège est à Saint-Martin-d'Hères, avec cette spécificité dans la gouvernance. Une société commerciale classique avec cette particularité dans la gouvernance, chaque salarié est actionnaire. Oui, donc depuis sa création, Alma a été fondée sous forme de Scope, comme on le disait tout à l'heure. Et Alma a inscrit dans ce qu'on pourrait appeler quasiment ça une forme de constitution, une forme de droit du sol, de dire dès lors qu'on devient almacien et qu'on est salarié de son entreprise, c'est à l'entreprise de permettre aux salariés de devenir citoyen de son entreprise et donc du coup de pouvoir accéder à la décision dans son entreprise. Donc avec le fait de devenir associé, mais aussi le fait de pouvoir être associé aux décisions au plus proche de là où se passe son métier, son activité, etc. Et donc du coup avec une très très forte autonomie de chaque département d'activité qui fait des cellules, on va dire, à taille humaine, là où on se sent proche des décisions qu'on va prendre qui vont impacter notre avenir aujourd'hui et demain. Ce qui veut dire que concrètement, après un an de présence dans l'entreprise, le salarié se voit proposer de devenir sociétaire. Tout à fait, voilà. Et généralement, il accepte. Généralement, ils le font tous, oui, voilà, et généralement, ils sont 100% acceptés voilà, à chaque assemblée générale. Bon, et puis cette organisation par secteur d'activité, vous l'expliquez, ça compose votre conseil d'administration. Vous êtes 11 dans le conseil d'administration, 5 élus qui représentent les fameux secteurs d'activité de l'entreprise, et puis 5 élus qui sont élus parmi l'ensemble des salariés, l'assemblée des salariés. Ces salariés qui décident ensemble des grandes stratégies et aussi de l'utilisation des bénéfices, c'est ça ? Alors oui, il y a les prérogatives qu'on retrouve dans toutes les sociétés. En l'occurrence, Alma est une Scope SA, donc sous forme de conseil d'administration. Voilà, donc il y a une gouvernance, mais il y a une diffusion aussi de cette gouvernance et de cette prise de décision qui est bien plus large que ça, parce que les prérogatives d'une assemblée générale, oui, c'est d'élire les mandataires sociaux et de décider de l'affectation des résultats, mais les almaciens en continu sont impliqués dans bien d'autres nombres de décisions, notamment au travers de commissions de réflexion qui ont des missions de veille ou de réflexion stratégique, qui formulent des propositions, ou quand bien même sur des décisions d'investissement, voilà, de politique de rémunération. Voilà, beaucoup de choses passent par cette vie coopérative. Voilà. Un homme, une voix, finalement, que j'évoquais tout à l'heure. Il y a une autre spécificité dans une Scope, c'est qu'une partie du résultat peut aller nourrir des réserves stratégiques.
Tout à fait. Alors, c'est le propre de toutes les entreprises, encore une fois, sauf que ces réserves ne sont pas distribuables. Une fois qu'elles sont mises en réserve, elles ont vocation à uniquement financer la pérennité de l'entreprise. Donc du coup, au regard de la longévité, du nombre d'années d'Alma, fait que Alma a accumulé ses réserves et a aujourd'hui cette autonomie financière qui lui permet à la fois de développer son projet social et humain et à la fois de développer son projet industriel et technologique. Alors, parmi les valeurs, on l'a dit, il y a cette notion de responsabilité environnementale. Elle est en ce moment très concrète avec la restauration du siège de Saint-Martin-d'Hères. On va en voir quelques images, mais l'objectif est de réduire l'impact environnemental du siège, à la fois dans ses consommations énergétiques, mais aussi dans sa consommation d'espace, par exemple. Là, vous avez une très bonne illustration. Donc, on est sur quelque chose qui est pas au cœur d'une stratégie d'entreprise, à vrai dire, mais qui est dans le cadre général de travail qu'on dirait de collaborateurs, des Almaciens. Et le point de départ a été effectivement ces locaux qui commençaient d'une certaine manière à être étroits, l'opportunité d'acheter le terrain adjacent qui était en friche, mais en définitive, la décision autour de la réflexion de l'artificialisation nette des sols, de se dire on ne va pas faire ça et on va plutôt préserver et en faire une réserve de biodiversité, jardin qu'on a confié à la LPO, à la Ligue de la protection pour les oiseaux, pour en faire une réserve mais aussi un observatoire de sciences partagées. Et donc du coup plutôt le choix de rénover le bâtiment existant qui lui aussi dans tous les cas en avait besoin, notamment en termes de performance énergétique, et d'optimiser ces espaces-là plutôt que de chercher immédiatement à s'étendre et à recouler quelques mètres cubes de béton quelque part. Voilà. Bon, c'est allé très très loin, jusqu'au réemploi de certains matériaux ou de certains mobiliers. La réflexion est allée assez loin. Voilà, mais tout ça, les Almaciens, étape par étape, ont décidé ce genre d'étape de dire on achète le jardin, oui, on en fait une réserve et un jardin forestier, oui, on rénove plutôt le bâtiment, oui. Sur chacune de ces décisions, ils ont été consultés, oui. Bon, le nouveau PDG que vous êtes, pour conclure, ces orientations stratégiques à l'avenir, on le voit effectivement, les secteurs à impact sociaux, à impact environnementaux vont compter. Il y a aussi le fait de développer les métiers historiques de l'entreprise. Voilà, je pourrais dire déjà, le premier, c'est de conserver le métier historique à la fois dans le monde de l'édition, mais aussi sur les autres services, les autres services numériques. Aussi conduire une orientation au travers des activités d'impact et donc du coup, comment améliorer nos offres des services au travers des questions de souveraineté, au travers de l'utilisation de l'IA, etc. etc. Forcément, il y a une logique de diversification autour d'activités dans l'édition, probablement sur des métiers à impact, donc autour de la maîtrise de l'énergie, de l'économie circulaire ou ce genre de choses. Voilà, ce sont des choses qu'on explore. Et donc du coup, je pourrais dire le dernier objectif, c'est aussi de conserver notre qualité de gouvernance démocratique, parce que pour le moment, c'est ce qui a fait notre réussite. Donc, il faudrait quand même continuer à en prendre soin. François, une belle entreprise, 1979, des visionnaires, et puis c'est encore là. Visionnaires, et puis l'avantage des scopes, des entreprises coopératives, finalement, on en a une aussi, même si c'est un modèle un peu différent, c'est aussi le temps long. Donc ça donne une vision stratégique où on peut construire l'avenir au rythme qu'on décide, sous réserve quand même, parce que ça n'exonère pas la performance, mais c'est les deux. Et puis c'est un super moyen aussi de rallier toutes les équipes, finalement, d'avoir cet objectif commun partagé. Je trouve que c'est un modèle qui est intéressant et vertueux. Enfin, vous le montrez au quotidien. Donc après, c'est un modèle très original. Il faut démontrer son intérêt, parce que c'est un peu unique. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup d'autres pays où il y a des scopes. Oui, il existe des scopes dans quasiment tout, sous forme très variée. Assez variée, avec quelques nuances plutôt. Mais en création d'entreprise, en plus, c'est assez rare. Souvent, ça a été des reprises sous forme de scope. Il se crée bien plus de coopératives en création ex nihilo, notamment des gens qui veulent se mettre à deux et qui trouvent un associé. À deux, à trois. À cette échelle-là, c'est plus. Voilà, il y a des reprises qui se font, reprises en difficulté qui sont plus publiques, plus communicables, et beaucoup de transmissions aussi, transmissions aux salariés. Alma, je rappelle, près de 200 salariés quand même, donc effectivement une belle entreprise sous forme de scope. Simon Mirouz, merci beaucoup en tout cas d'être venu nous en parler. Émilie de Barros, Estelle Evieux, merci également d'avoir été avec nous. Merci à tous. Merci François. On se retrouve très bientôt. Merci à tous de votre fidélité. Vous pouvez bien sûr voir et revoir Alpes Décideurs sur Internet, tgplus.fr. À très vite.
C'était Alpes Décideurs avec la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, une banque commerciale, régionale et coopérative. Nord Isère Économie et Présence, partenaires des entreprises de votre territoire.